C'est donc l'heure de vous proposer un nouveau Focus Pulps. Pour rappel, le Focus Pulps, c'est une petite chronique qu'on vous fait chaque mois en partenariat donc avec notre sponsor Pulps Comics pour vous proposer des titres VO à prix de lancement. Et donc, pour cette sélection du mois de juin, ma foi, on a quelques comics plutôt sympathiques à vous proposer. Le premier, c'est le retour de Orphan and the Five Beasts de James Stokoe. Ce récit complètement incroyable de cet Orphan Mo qui alors que qui est dépêché par son maître d'arts martiaux d'aller en fait rétamer la gueule à ses 5 anciens disciples qui ont abusé de leurs enseignements et de leur pouvoir pour devenir littéralement des bêtes, enfin des combattants complètement hors normes. Et donc elle entreprend cette quête pour aller les affronter, sauf que dans la première mini-série Orphan and the Five Beasts, au bout des 5 numéros, il y avait que 2 des 5 bêtes qui avaient été éliminées, alors avec combat complètement grandiloquent, sanguinolent et tout ce que tu veux. C'est complètement un délire visuel à chaque fois jusqu'au boutiste, parce que James Stokoe est un grand malade du dessin. Ça fait partie, je crois, de nos artistes favoris un petit peu. Ouais. À côté des Daniel Warren Johnson, des Geoff Darrow, des James Aaron, voilà, ces artistes qui sont complètement fous furieux du dessin. Ils aiment se bagarrer et ils aiment pas quand c'est réaliste. Voilà, c'est ça. Donc là, on a attendu 4 ans, je crois bien 4 ans, pour que la suite voit enfin le jour, et donc on a le plaisir de vous le proposer dans ce Focus Pulps. Donc c'est la suite, hein, ça s'appelle donc Orphan and the Five Beasts Bath of Blood, comme s'il n'avait pas déjà eu assez de sang versé. Et c'est vraiment la suite. Il reste trois bêtes à affronter, donc c'est ce que Orphan va faire, sauf qu'apparemment il y a peut-être d'autres gens qui vont intervenir aussi, qui pourront en avoir soit après elle, soit après les bêtes restantes. Donc il y a eu un premier tome qui est sorti en VF chez Comics Initiative, mais moi à titre personnel je sais que j'ai toujours mes 5 singles de la VO, et je continue. C'est vraiment une série aussi que j'ai envie de soutenir en VO pour dire à James, pour lui envoyer des mots d'amour, et donc puis le motiver un peu à continuer aussi quand même. Mais là je pense que c'est comme pour Ultra Mega, je pense que le deuxième volume ce sera la fin, quoi, parce que là Ultra Mega on a reçu le communiqué, mais c'est bien la série finale, le numéro 9, donc il y aura pas de troisième tome, quoi. Bah ouais, mais en même temps bon, quoi, c'est pas si compliqué à vendre. Non, mais c'est pas ça. Mais peut-être qu'il a juste dit ce qu'il avait à dire. Faudra voir avec le 9e numéro. Mais très bien. Si ça lui permet de créer un autre truc. Oui, mais je pensais plutôt à ça, parce que c'est vrai que James Stokoe, il est quand même pas très productif, on va dire. Non, mais il fait des petits numéros. Il a fait entre temps, il a fait les petits numéros chez Marvel et DC pour et des couvertures pour le coup, Johnson est plus productif que ces 2 mecs-là, quand même. Ouais. Mais donc voilà, moi je suis trop content que Orphan revienne, donc très content aussi que Pulps ce soit ok pour qu'on le mette dans le Focus Pulps, même si on se doute que d'ici 1 an et quelques ça arrivera sûrement en VF, quoi. Mais n'hésitez pas, si vous voulez vous faire un bon shoot d'adrénaline et de dessin complètement taré tous les mois, ça se passe chez nous, les liens sont dans la description. Le deuxième titre qu'on vous propose, Corentin. Moi j'en parle pas en fait. Ah, tu peux. Oui, pardon, oui, non, mais bien sûr, si, vas-y. Non, mais t'as tout dit, c'était juste que j'étais intéressé de savoir si ton avis t'intéressait ou pas. Mais ton avis m'intéresse, mais comme je savais que tu allais me répondre que j'avais tout dit. T'as tout dit. Non, je voulais juste dire, je sais pas si vous aimez Samurai Deeper-Kyo ou la scène d'intro de Mononoke où il combat le sanglier et tout, où il peut arracher des bras avec des flèches et tout. C'est un peu le même esprit en fait. Ou les films de Jet Li type Evil Cult, ou un truc bien vénère un peu comme ça, où c'est vraiment de la baston complètement débridée avec des influences shinto et tout. Ça fait grave bien le taf, et on est effectivement content parce que Stokoe, c'est un peu un secret bien gardé des fans de comics bizarres, et on espère quand même que ce sera un peu plus que ça un jour. Donc donnez-lui de la force pour qu'il puisse continuer à produire jusqu'à la fin de sa vie. C'est vraiment un mode boss rush en comics. C'est un boss rush de fou, parce que qu'on l'avait dit, je crois, dans le Back Issues à l'époque. C'est un boss rush même un peu à la From Software version asiatique, quoi. C'est ça, un peu Azura's Wrath. Un peu, ouais. Dans le délire gigantisme des adversaires, truc complètement. Oui, et puis mythologique aussi. Donc voilà, c'est trop bien. Lisez Orphan and the Five Beasts. Si on vous a pas convaincu, on sait pas quoi faire pour vous, quoi. Vous êtes irrécupérable, vraiment, c'est pas bien. C'est pas bien. Ça c'est Mark Waid. C'est ça. Allez, Corentin, le deuxième titre, c'est toi qui vas nous en parler un petit peu. Ça s'appelle Superman Kryptonite Spectrum, et c'est donc un titre en black label sur Superman fait par l'équipe créative de Ice Cream Man. Et celui-là, pour le coup, on n'est pas si certain que ça arrive en VF non plus, donc disons qu'il y aura probablement un push Superman si le film de James Gunn fonctionne très bien. Ouais, mais vu que ça démarre cet été, après ce sera terminé, tu vois, donc bon, c'est pour ça. Pour résumer, donc c'est W. Maxwell Prince et Martin Morazzo, donc ils sont effectivement les créateurs de l'anthologie / série diffuse Ice Cream Man.
qui était un peu un truc qui a remué l'industrie au niveau justement du grand retour des comics d'horreur il y a quelques années, dans le sens où c'est plus que de l'horreur, en fait, c'est du bizarre. Ça fait pas spécialement peur, hein, Ice Cream Man. Il y a du monstrueux, il y a cette espèce d'angoisse un peu David Lynchienne de tu ne sais pas ce qui se passe et du coup c'est grisant, c'est intéressant. Mais par contre, ça fait pas peur comme ferait peur un comics de Tynion 4 qui te secoue un peu les boyaux et tout. Là, effectivement, vu que ces mecs-là, en fait, sont connus pour être de grands expérimenteurs, DC Comics a été les chercher pour leur proposer de faire un truc où ils ont totalement carte blanche et où ils peuvent apporter leur regard un peu différent sur le mythe de Superman. Donc ce ne sera pas un Birthright, ce sera pas un For All Seasons. A priori, ce sera même pas forcément un Superman très optimiste ou très positif. Ça va être un Superman bizarre, curieux. C'est comme ça qu'ils l'ont vendu. C'est comme ça que DC Comics aime justement présenter le projet. Et j'ai envie de dire que c'est pas si commun. Je sais pas si tu l'as encore publié ou si ce sera le cas d'ici demain, mais on a fait récemment un podcast Back Issues pour parler de Spider-Man l'Empire 2. Il arrive tout bientôt, il arrive à l'heure où on a mis ce podcast en ligne, il arrive d'ici quelques jours. Ouais. Ça marche. Et donc du coup, j'avais présenté ce projet-là comme justement l'une des rares lectures un peu décalées, anormales sur Spider-Man, où on a des comics très bons. En Spider-Man, on a vraiment des comics qui vont vraiment chercher dans l'anormal, dans la radicalité, etc. Et pour Superman, c'est un peu pareil en fait. C'est que t'as l'impression qu'il y a grosso modo 2-3 façons d'écrire Superman. Soit tu l'écris en mode combattant, voilà, comme Scott Snyder l'avait fait avec Jim Lee. Soit tu l'écris en mode inspirant. Donc là, voilà, t'as Mark Waid, t'as Geoff Jones. Soit tu l'écris en mode vraiment full super-héros. Et dans ce cas-là, c'est les séries en continuité, c'est les Dan Jurgens, c'est ce genre de run, etc. Donc le côté civil, social, père de famille, mari, etc. Et là, effectivement, cette idée qu'ils veulent proposer, c'est justement d'aller étudier le mythe sous différents angles, avec un numéro, un concept. En fait, une nouvelle kryptonite, enfin un nouveau gisement de kryptonite arrive via un astéroïde. Il réalise que des kryptonites de couleurs différentes existent, et plutôt que d'attendre que ça tombe entre les mains de Lex Luthor, il décide d'aller lui-même expérimenter là-dessus pour voir ce que ça lui fait en fait. Et donc ça va activer un nouveau spectre émotionnel pour lui permettre de voir la vie un peu différemment. Donc c'est effectivement littéralement l'objectif étant de poser un nouveau regard sur les émotions de Superman, les émotions du dieu Superman, comment est-ce qu'il ressentirait telle chose ou telle fluctuation dans son organisme, parce qu'au départ effectivement les kryptonites, à part la verte qui l'affaiblit, dans le Silver Age, il y avait en fait plusieurs kryptonites qui avaient des propriétés différentes sur Superman. La rouge qui le rend furieux. Voilà. Sachant que l'approche graphique est très particulière. On va dire qu'il y a un peu une sorte de filiation avec Frank Whiteley. Ouais. Sauf si Frank Whiteley dessinait les yeux comme le fait Sadrevich, avec ces espèces de dieux exorbités, où il y a aucune vie, où tout le monde a l'air bizarre ou fou. C'est un peu le croisement des deux, on va dire. Et c'est donc un vrai projet anormal qui risque de déplaire à beaucoup de gens. Attention, hein. Et si vous aimez justement plus le côté inspirant, ça va pas être par là qu'il faudra se diriger. Pour ça, vous avez Superman Space Age. Attention. Mais effectivement, moi, je suis assez curieux parce que c'est vraiment deux créateurs assez entiers, assez authentiques et vraiment différents de ce qui se fait en mainstream habituellement. Et DC a vraiment l'air de vouloir pousser justement cette nouvelle zone de recherche à l'aune du film Superman qui valide des lectures d'auteurs qu'on n'aurait probablement pas eu avant. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Corentin. Moi, je suis ultra chaud de découvrir ça, même sur le concept, vraiment le côté un numéro, une kryptonite. Ça, enfin, ouais, il y a vraiment une petite idée comme ça qui est vraiment super sympathique. Et du coup, c'est même bien fait pour la lecture en single. Ouais, complètement. Oui, je pense que ça va complètement se faire comme ça. Et puis à 2,52€ le prix de lancement. On va pas se priver quand même. On va pas se priver quand même. Et donc le dernier, c'est un petit caprice personnel. Ça s'appelle Event Horizon Dark Descent. Donc ça sortira chez IDW. Et donc pour les gens de bon goût et de très bonne culture cinématographique, il s'agit bien. Donc tout le monde à part toi. Il s'agit donc bien d'une préquelle au film Event Horizon de Paul W.S. Anderson. Donc Paul W.S. Anderson, qui est le meilleur des Anderson, bien entendu, hein, évidemment. Bien mieux que ce tâcheron de Wes Anderson. Ou Paul Thomas, qui n'a rien fait bien dans sa carrière. Ou Paul Thomas, ouais, non, qui est nul. C'est quoi Boogie Nights? C'était bien Boogie Nights. Mais oui, c'était bien. There Will Be Blood, tu connais? C'était bien aussi. C'était bien, Blood, effectivement. Non, donc Paul W.S. Anderson, qui est notamment reconnu comme un très mauvais réalisateur, puisqu'il a fait tous les Resident Evil, il a fait le Monster Hunter, il a fait de Pompéi.
Pompéi, il a fait In the Lost Lands, là, l'énorme nanar avec Dave Bautista et Mila Jovovich. D'ailleurs, c'est le mari de Mila Jovovich et son meilleur agent, pour le coup, puisqu'il l'a fait tourner dans tous ses films. Et je pense... il y a de l'amour, là, pour le coup. Complètement, mais je pense surtout qu'il y a eu un gâchis de talent, parce que Mila, c'était pas une mauvaise actrice non plus, au départ, je crois. Non, c'est un autre débat. Je pense qu'il y aurait une autre histoire. Non, mais voilà, je pense qu'il y a eu un monde où elle ne s'est pas mariée à ce réalisateur et qu'elle a eu une carrière peut-être plus intéressante. Ce monde, il existe. C'est quand elle a épousé Luc Besson. Elle avait épousé Luc Besson. Je crois, ouais. Il y avait même le même rapport Muse. Je l'ai fait jouer dans tous mes films ensuite, etc. Oui, c'est vrai qu'il y avait eu que Jeanne d'Arc et 5e élément. Il n'y avait pas eu autre chose. Je crois qu'il y en avait eu peut-être encore un. Mais Jeanne d'Arc et 5e élément, c'était déjà des meilleurs films que ceux de Paul W. Anderson. Oui, clairement. Mais donc, bref, tout ça pour dire que ce réalisateur, en fait, il a fait un bon film. Il a fait un bon film avant tout ça, qui s'appelle Event Horizon. Et si vous aimez Dead Space, que vous aimez donc Alien et que vous aimez juste l'horreur dans un contexte spatial et que vous aimez Hellraiser aussi, il y a un petit peu de tout ça dans Event Horizon, qui est un film en fait dans lequel en fait l'Event Horizon, c'est un vaisseau qui a été construit, alimenté avec une sorte de technologie qui permettent d'utiliser les trous noirs pour passer en fait d'un coin à l'autre de l'univers et pouvoir faire de l'exploration spatiale une formalité. Sauf que lorsqu'il a été lancé, le vaisseau il a disparu. Et on n'a pas eu de nouvelles jusqu'à plusieurs dizaines d'années plus tard, en fait, où il réapparaît alors je sais plus si c'est près de Jupiter ou de Saturne, et on envoie donc une nouvelle équipe pour aller dans le vaisseau et savoir ce qui s'est passé en fait, qu'est-ce qui s'est passé. Et donc t'as une nouvelle équipe qui arrive et qui découvre sur place qu'il y a un peu des morceaux de cadavres partout, qu'il y a des trucs bizarres avec du sang dégueulasse, que le moteur a l'air d'être toujours fonctionnel, et très vite en fait les gens commencent à avoir aussi des visions pas possibles, de trucs absolument horribles et en lien avec leur traumatisme profond. Et donc on comprend que le vaisseau il était quelque part et puis il a ramené quelque chose avec lui surtout, quoi. Et grosso modo l'enfer. Et donc ça part dans pas mal de directions. C'est très généreux dans l'horreur, surtout qu'il y a une sorte de culte qui est voué à ce film, puisque techniquement il y a un director's cut qui était beaucoup plus long et qui en plus aurait rendu le film, je pense, réellement bon, puisque quand c'est sorti ça s'est planté, ça a été mal critiqué, ça s'est planté au box-office, mais au fil du temps il a retrouvé une sorte d'aura, et une aura notamment alimentée par le fait qu'il y a une sorte de fantasme autour de la director's cut qui n'est pas faisable puisque tous les rushs ont été perdus. Donc film maudit aussi, voilà, il y a tout un tas de trucs, mais qui fait que ça a un vrai statut culte pour plein de gens, et pas que des gens bizarres comme moi, mais aussi pour des gens voilà, un peu j'ai plus... le même statut culte avec La Forteresse Noire de Michael Mann, et que j'ai vu au cinéma et que j'ai trouvé horrible. Mais oui, mais pareil, en fait le film il a été charcuté par les prods. On ne sait pas si les rushs existent encore, mais a priori il y avait un vrai film dans ce film, et les prods ils ont dit non, et ils ont dégagé genre 1 heure de scène, ils ont remonté le truc eux-mêmes, etc. Ouais, il y a... C'est l'histoire du cinéma, ça, mec. Hein. Ouais, non, mais c'est pas inintéressant à regarder, mais quelle merde, quoi. Désolé. Hein. Frankie Bilal qui fait le design du monstre, d'ailleurs. Ouais, puis ça a très mal vieilli. Mais donc voilà, donc pour Event Horizon, par contre, donc en fait, c'est IDW a lancé un nouveau label qui s'appelle IDW Dark, en association pour une partie de ses titres avec Paramount. Donc il prévoit de faire différents titres en spin-off ou en tie-in de franchises, hein, de cinéma d'horreur. Donc avec sortie Days of Night, il y a un nouveau volume qui sort d'ailleurs. Ça s'arrête. Je crois qu'on a fait le tour là. De 30 jours de nuit, c'est bon, quoi. Oui, non, je suis d'accord aussi. Non, mais ils font aussi A Quiet Place, des trucs comme ça, Sleepy Hollow, tout ça. A Quiet Place, tout le principe, c'est que c'est le son du film. Donc, ils font un comics, le média qui n'a pas de son. Mais c'est pour ça que celui-là, ne sera pas dans le Focus Plus. Mais pour Event Horizon, j'ai un amour particulier pour ce film. C'est quand même Christian Ward au scénario, et c'est pas forcément, c'est cool. C'est plutôt cool, parce que c'est pas sauf le côté un peu horreur cosmique, ça, on a vu que ça l'intéressait. Voilà, et tout ce qui est science-fiction en général, il a quand même largement une patte dedans. Alors c'est dessiné, par contre, ce sera pas dessiné par Wes Anderson, c'est Wes Anderson. Pardon, par Christian Ward. Alors effectivement, c'est pas lui qui va dessiner. Voilà. Ça on est sûr. Il y a pas de secret. Vous notez pas Wes Anderson du comics. Non, pardon, non, c'est complètement mêlé les pinceaux. Non, donc c'est pas dessiné par Christian Ward, ce sera dessiné par Tristan Jones qui a fait Aliens Defiance, donc qui s'y connaît aussi en horreur cosmique. Donc l'un dans l'autre quand même, c'est
et avec Pip Martin donc de Texas Blood qui sera aux couleurs. Je trouve qu'il y a quand même une équipe créative qui est plutôt cool. Moi le film de base me plaît beaucoup et donc on va apprendre ce qui s'est passé réellement dans le vaisseau. Et c'est l'histoire du vaisseau qui est parti c'est ça. Donc aux enfers. Aux enfers. Donc on imagine que ça va être quand même très sanglant, qu'il y aura des petits clins d'œil pour ceux qui connaissent bien le film et tout ça. Donc voilà, ça a l'air plutôt cool. De l'horreur spatiale au final, à part quand c'est du Alien justement en comics, on n'en a pas non plus beaucoup. J'ai l'impression. Faudrait chercher, mais là il y a rien qui vient en tête. Il y avait le truc de John Layman là qui était un peu. Et Caliban aussi et Garcenis. Ouais, Caliban ça date. Mais le truc de John Layman qui était annulé finalement. Outer Darkness. Ouais. C'était pas de l'horreur. Bon, un petit peu quand même. Hein. Ouais, c'était son espèce de mélange bizarre entre horreur et comédie. Ouais, mais c'était bien hein, pour le coup. C'était sympathique. Donc voilà. Donc si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas. De toute façon, les liens sont dans la description. Et encore une fois, à 2 balles le prix de lancement, j'ai envie de dire que vous pouvez toujours tester. Ça ne vous coûtera pas grand chose. C'est pas un comics à 2 balles. Non, en l'occurrence si pour le coup, pour le prix, mais au sens littéral, pas figuré. Donc voilà, le lien sont dans la description de ce podcast pour Event Horizon, Orphan and the Five Beasts, Bath of Blood et Superman, The Kryptonite Spectrum. On espère que vous allez en lire. N'hésitez pas à nous dire si l'un ou l'autre de ces comics vous intéresse.